Bonjour à tous. Maintenant, on va commencer deuxième partie de l'hétéroscédalité ou deuxième cours. Et maintenant, nous allons demander, donc nous avons vu quelles sont les conséquences de l'hétéroscédalité, que la variance maintenant est plus large et on ne pouvons pas utiliser les tests F et T. Mais maintenant, la question, si je peux résoudre ce problème, comment détecter ce problème d'abord? Donc, pour détecter l'hétéroscédalité, on a deux méthodes, ou bien des méthodes informelles, ou bien des méthodes formelles. Commençons par les méthodes informelles. Nous avons deux possibilités, ou bien par la nature de problème, c'est-à-dire de littérature. On va commencer, je vais parler de ça en plus de détails dans une minute, ou bien à travers les graphiques. Comme nous avons vu, par exemple, dans le cas de multicollinéarité, que je peux te tracer le graphique de nuages entre deux variables pour voir est-ce qu'elles sont corrélées, oui ou non. Pour les méthodes formelles, ce sont plutôt des tests. On va étudier 7 tests ensemble qui nous permettent de tester est-ce qu'on a un problème de d'hétéroscédalité, oui ou non. Commençons par les méthodes informelles. Donc, pour la méthode informelle, de l'électricité, comme je vous ai dit, la première chose, c'est est-ce qu'il y a un problème de... la nature du problème existe. Donc, si je vais regarder la littérature, les études précédentes pour voir est-ce que un tel modèle ou une telle étude entre les différentes variables, il y avait un problème d'électricité, oui ou non. Ou peut-être je sais que dans les coupes instantanées, il y a plutôt un problème d'hétérogénéité, comme si par exemple si je vais traiter consommation et revenu, revenu éducation, l'exemple que je vous ai donné, si je régresse la consommation sur la taille de la maison et le revenu, la consommation d'électricité sur la taille de la maison et le revenu, donc je peux attendre qu'il y a un problème d'hétéroscédalité, étant donné que les unités sont hétérogènes. Il y a des petites valeurs et des grandes valeurs. Et donc, et donc par la littérature et par la nature des données, je peux attendre qu'il y a un problème d'hétéroscédalité. Mais comme je vous dis toujours, je conseille d'utiliser les tests formels pour être sûr vraiment qu'on a ce problème, oui ou non. Deuxième méthode informelle, c'est les méthodes graphiques. Et donc, l'idée ici, c'est l'idée principale de l'hétéroscédalité, c'est la variance des termes d'erreur. Elles ne sont pas constantes. Elles changent avec les observations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je vais estimer mon modèle en supposant qu'il n'y a pas un problème d'hétéroscédalité. Donc, je vais régresser Y sur X, par exemple, et je vais supposer qu'il n'y a pas un problème d'hétéroscédalité. J'obtiens les résultats, j'estime les résidus. Et quand j'estime les résidus, je vais tracer graphiquement, comme vous voyez ici, la relation entre les résidus au carré et X ou bien Y. Si c'est un modèle avec une seule variable X, donc vous le faites avec Y ou vous le faites avec X, vous allez obtenir la même chose. Sinon, il faut essayer avec plusieurs X. Donc ici, comme vous voyez, on a 5 graphiques. Pour le premier, donc on a sur l'axe des Y les résidus au carré, sur l'axe des X la variable X. Là, vous voyez avec ces pointillés que, donc ici je vous montre que c'est un problème de s'il n'y a pas ici un problème de toscacité. Donc ici, vous voyez que ces pointillés qui les points de nuage ne changent pas vraiment, il n'y a pas comme on dit, un pattern avec les valeurs des X. Donc c'est comme si c'est constant. Les résidus au carré que je vais utiliser dans toutes nos analyses, comme si c'était un proxy pour la variance de résidus, des termes d'erreur, et il ne change pas avec les valeurs des X, c'est constant. Donc ici, on n'a pas un problème de truscacité. Mais vous pouvez regarder pour les graphiques B, C et D, E, vous voyez que ça change d'une variable, d'une observation à une autre. La variance ici, comme vous voyez ici au début de ces graphiques, c'est pas comme à la fin. Il y a un pattern. Ici aussi, ça change avec les valeurs des X. Donc ici, c'est positif, par exemple. Ici, c'est non linéaire. Ici aussi, c'est non linéaire. Donc, ça, c'est une façon très informelle. J'estime mon modèle, j'obtiens la valeur des résidus au carré et je fais ces graphiques pour voir est-ce que je peux dire qu'il y a une relation entre les résidus au carré et la variable x, donc il y a un problème de toscacité ou il n'y a pas. Donc, pour le graphique A, il n'y a pas un problème de toscacité parce que ça ne change pas de pattern, mais pour les autres B jusqu'à E, on a un problème d'hétéroscédasticité. OK?
Comme je vous ai dit avant, moi, je ne suis pas une personne très artistique, donc je préfère avoir des tests clairs avec des résultats définitifs pour pouvoir conclure est-ce que j'ai un problème d'hétéroscédasticité ou je n'ai pas. Et je préfère ça, mais les méthodes informelles, ça vous permet de vous donner une idée. Ensuite, vous pouvez utiliser un de ces 6 tests que nous allons étudier. Donc, commençons par le premier test, c'est le test de Park. Supposons maintenant que j'ai ce modèle, YI est égal à lambda 0 plus lambda 1 XI1 plus UI. Donc, si c'est un modèle simple, j'ai une seule variable explicative X. Et donc, lambda 0 et lambda 1, ce sont les coefficients à estimer. Juste pour changer les terminologies un petit peu, j'ai utilisé lambda, mais ça peut être bêta, ça ne change pas du tout. OK? Selon le test de Park, en fait, le test de Park est basé sur l'idée de la méthode graphique. Donc, le concept de la méthode graphique, c'est que je dessine la relation entre le résidu au carré et la variable x. Et donc, test de Spark veut dire la même chose. Il suppose que sigma i au carré est une fonction de la variable explicative x et j. Ça, c'est sigma i au carré. Okay? Donc, je vais estimer le modèle 1 d'abord, ce modèle. Je vais obtenir les résidus au carré. Ensuite, je vais tester ce modèle. Ce modèle, c'est, je vais régresser l'N des résidus au carré sur la variable xi. Donc, l'idée des graphiques ici, c'était qu'il y a une relation entre le résidu au carré et x. Ça peut être linéaire ou non linéaire. Donc, Park, il a dit même concept. Mais au lieu de voir les graphiques seulement, on va formaliser ce graphique par un test. Donc, l'idée ici, je suppose qu'en cas d'hétéroscédasticité, la variance de terme d'erreur varie en fonction de la variable xi. Donc, je vais estimer ce modèle où je vais régresser l'N ui au carré sur l'N xi. D'accord? Donc, ça, je vais l'appeler modèle 2. Donc, d'abord, j'estime modèle 1. J'obtiens les résidus au carré. Ensuite, je vais estimer modèle 2. Après estimer modèle 2, tout simplement, je vais tester la significativité de cette variable xi. Donc, je vais tester est-ce que delta estimé, qui est notre coefficient de l'N xi, est-ce qu'il est égal à 0 ou il n'est pas égal à 0. Donc, on va tester tout simplement avec un test statistique, delta est égal à 0 versus delta n'est pas égal à 0. Je vais faire la test statistique parce que ça, c'est une régression normale. On va obtenir des résultats et quand j'obtiens des résultats, on va comparer tes statistiques avec tes calculés. Si tes statistiques est plus grand que tes calculés, donc on ne peut pas, on va rejeter H0. Si ce n'est pas le cas et on ne peut pas rejeter H0, donc on peut dire qu'on a un problème d'hétéroscédasticité. Donc, je répète, si delta est égal à 0, donc x n'a pas un impact significatif sur les résidus au carré. Donc, dans ce cas, je n'ai pas un problème d'hétéroscédasticité. Mais si on ne peut pas rejeter H0, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse de l'homoscédasticité et je peux conclure qu'il n'y a pas un problème d'hétéroscédasticité et notre estimateur est toujours bleu. Donc, je répète, étape numéro 1, je vais estimer cette équation, je estime les résidus, ensuite je régresse l'N des résidus au carré sur l'N xi. Si delta, mon coefficient, est égal à 0, donc je n'ai pas un problème d'hétéroscédasticité et mes termes d'erreur UI du modèle d'origine sont homoscédastiques parce que XI n'a pas un impact sur UI. Si je dois rejeter H0, donc delta n'est pas égal à 0, dans ce cas, je dis qu'il y a un problème d'hétéroscédasticité et je dois le résoudre. OK? Mais le problème que ce test a été critiqué. Pourquoi ce test a été critiqué? Parce que si je dois estimer ce modèle, cette équation 2, avec la méthode des moindres carrés ordinaires, ce qui veut dire que je suppose que ce terme d'erreur dans le modèle 2 a une moyenne nulle, n'est pas autocorrélé et homoscédastique, c'est-à-dire a toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir
appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires. Non, et c'est possible que ce n'est pas vrai. C'est possible que ici, je dois aussi tester si la moyenne est nulle du terme d'erreur, si c'est homoscélastique, oui ou non, si il n'y a pas d'autocorrélation, oui ou non. Donc, j'utilise un test pour tester s'il y a un problème d'hétéroscédasticité, oui ou non, tandis qu'en fait, ce même test, cette équation peut souffrir d'un problème d'hétéroscédasticité. Donc, ça, c'est une critique qui est sûre que VI est homoscédastique, qui nous permettent d'utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires, ensuite faire les tests statistiques. Donc, ici, c'était une critique importante pour ce test de Park. Prenons le deuxième test, le test de Glaser. Le test de Glaser, c'est même esprit ou même idée comme le test de Park. Mais il ne détecte pas seulement l'existence de l'hétéroscédasticité, mais aussi la forme d'hétéroscédasticité. C'est-à-dire ici, je voulais juste savoir avec Park s'il y a une relation entre x et y et les résidus au carré. Et en testant les significativités de delta, je peux conclure est-ce que c'est le cas, oui ou non. Tandis que pour Glaser, il dit qu'on va tester est-ce qu'il y a un problème de multicollinéarité, oui ou non, pardon, d'hétéroscédasticité, oui ou non, et en plus, quelle est la forme de cette hétéroscédasticité. Quelles sont les étapes? Première étape, comme dans le test de Park, on va estimer le modèle 1, notre modèle de base. Je vais estimer les résidus U chapeau I. Ensuite, je vais régresser la valeur absolue de résidus sur la variable X, qui est le modèle 2. Mais en fait, ce modèle 2 peut avoir plusieurs formes. Quelles sont les plusieurs formes? Donc, Glaser propose plusieurs formes fonctionnelles pour ce modèle 2. On peut régresser la valeur absolue. Donc, ici, notre variable dépendante, c'est la valeur absolue de résidus et non pas l'n de résidus au carré. On peut les régresser sur xi, sur la racine carrée de xi, sur l'inverse de xi, sur l'inverse de la racine carrée de xi, ou la racine carrée de bêta 1 plus bêta 2 xi, la racine carrée de bêta 1 plus bêta 2 xi au carré. Donc, Glaser a proposé plusieurs formes fonctionnelles pour le modèle 2 pour qu'on puisse savoir la forme de cette relation. Donc, par exemple, si dans le premier cas, bêta 2 n'est pas significative, c'est égal à 0, donc xi n'a pas un effet significatif sur la valeur absolue des résidus, c'est possible que bêta 2 dans le deuxième modèle a un effet significatif. Donc, dans ce cas, les résidus ne sont pas corrélés avec xi, mais avec la racine carrée de xi. Et le problème que tous ces modèles, ces 4 versions ou ces 4 formes fonctionnelles, peuvent être utilisées pour les grands échantillons. Mais si vous vous rappelez, nous avons dit que pour la méthode des moindres carrés ordinaires, il faut avoir le modèle linéaire dans les paramètres. Et ici, dans ces deux derniers modèles, le modèle n'est pas linéaire dans les paramètres, car on a racine carrée de bêta 1 plus bêta 2 xi, donc on ne peut même pas utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc ici, on va faire face aux mêmes critiques. Première critique pour les 4 premiers modèles, si j'utilise la méthode des moindres carrés ordinaires, cela veut dire que je suppose que VI est homoscédastique, moyenne nulle et la covariance est égale et il n'y a pas d'autocorrélation, tandis que pour les deux autres modèles, je ne peux même pas utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, c'est pour cela que, donc, comme je vous dis, on va faire les mêmes étapes comme l'autre, mais les critiques, c'est la même chose. On suppose que le terme d'erreur dans le modèle 2 a une moyenne nulle, n'est pas autocorrélé homoscédastique, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui peut être ne pas le cas. Donc, je dois tester une fois l'homoscédasticité dans ce cas. Et en même temps, il y a deux fonctions qui Glaser a supposées où on ne peut pas utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, vous voyez que dans ces deux modèles, l'idée principale, c'était de essayer de tester cette relation graphique qu'on a vue avec les résidus au carré ou la valeur absolue de résidus avec la variable x, mais en forme de test, mais on a trouvé qu'il y a une critique importante que est-ce que vraiment on peut utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires, oui ou non. Passons au troisième test. Le troisième test, c'est le test de corrélation des rangs de Spearman. Quelles sont les étapes de ce test? Première étape, on va estimer le modèle, hein, comme d'habitude. Donc, comme je vous ai dit, si vous vous rappelez, toutes nos relaxations des hypothèses, le problème de hétéroscédasticité et de l'autocorrélation, c'est basé sur les caractéristiques des termes d'erreur. Et comme je n'observe pas le terme d'erreur, je dois utiliser les résidus qui sont les estimateurs de termes d'erreur. Donc, je dois commencer toujours par estimer mon modèle en supposant que toutes les hypothèses sont vérifiées.
je l'estime avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Ensuite, je peux faire les tests sur les résidus. OK? Donc, c'est très important de garder ça en tête. Ensuite, j'estime les résidus. Ensuite, je peux faire tous les tests sur les résidus, les différents résidus. Donc, j'estime mon modèle. J'obtiens les résidus qui sont les estimateurs de termes d'erreur. Je vais classer la valeur absolue de résidu et ma variable xi. Gardez en tête qu'ici, on a une seule variable explicative. Dans un ordre, selon un ordre ascendant ou descendant. Regardons cet exemple. Donc, cet exemple, ce sont, premier colonne, c'est les valeurs absolues de résidus. OK? Deuxième colonne, c'est la valeur absolue des xi. Ensuite, je vais décider de les ranger dans un ordre descendant ou ascendant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les rangs de la valeur absolue de ui et le rang de la valeur absolue de xi. Donc, par exemple, ici, je vais les ranger dans un ordre ascendant, des valeurs les plus petites jusqu'à la valeur les plus grandes. Donc, la valeur la plus petite, c'est 0,587, qui est ici 1. Ensuite, 0,596, 2. Je vais mettre les ordres jusqu'à arriver à la valeur la plus grande qui est 0,746, 13. Ensuite, je vais faire la même chose pour les variables xi. La valeur la plus petite, c'est 52,20, ici prend valeur 1. 55,50 prend la valeur 2. Et je vais les ranger ainsi de suite. Donc, j'ai le rang de ui selon ordre ascendant, j'ai le rang de variable xi selon l'ordre ascendant, et gardez en tête que c'est ascendant dans les deux ensemble, ou bien descendant dans les deux ensemble. Je ne peux pas faire une différence de l'autre. Ensuite, je vais calculer la différence de rang entre les deux. Donc, 6 moins 7, c'est moins 1, 9 moins 6, c'est 3, 13 moins 2, c'est 11, 12 moins 1, c'est 11, et ainsi de suite. Ensuite, je vais calculer cette différence au carré. Donc, je calcule la différence entre le rang de U chapeau I et le rang de XI. Ensuite, je vais calculer le rang au carré et je les additionne. Donc, le rang au carré, c'est dans la dernière colonne D2 et la somme des D au carré, c'est 666. Okay? Donc, ça, ce sont les premières étapes. Ensuite, je vais calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation de Spearman. Le coefficient de corrélation de Spearman, RS, est égal à quoi? 1 moins 6 fois la somme de différence de rang au carré divisé par la taille de l'échantillon fois la taille de l'échantillon au carré moins 1. Si la taille de l'échantillon est plus grande que 8, on peut appliquer cette statistique T. Cette statistique T, c'est fonction de le coefficient de corrélation de Spearman RS. Et l'hypothèse nulle, c'est que RS est égal à 0, c'est-à-dire homoscédastique. Donc, le test, l'hypothèse nulle de nos tests, c'est qu'on a un cas d'homoscédacité, il n'y a pas un cas d'hétéroscédacité. Donc, je répète, on range la valeur absolue du résidu et la valeur de XCI en ordre ascendant ou descendant. Je calcule la différence, je calcule D2 au carré, ensuite la somme. Je calcule le coefficient de corrélation de Spearman est égal à 1 moins 6 fois la somme de différence de rang au carré divisé par la taille de l'échantillon fois la taille de l'échantillon au carré moins 1. Si la taille de l'échantillon est plus grande que 8, et on ne peut pas avoir moins que 8, plus la taille de l'échantillon est importante, plus qu'on a des variations, comme je vous ai dit au début. Et ensuite, on va calculer cette T statistique qui est égale à quoi? Au coefficient de Spearman fois la racine carrée de la taille de l'échantillon moins 2 divisé par 1 moins le coefficient de Spearman au carré. Si T calculé est plus grand que T critique, donc on peut rejeter H0 et dans ce cas, je vais conclure que j'ai un problème d'hétéroscédacité. Okay? Si T calculé n'est pas plus grand que T critique, je ne rejette pas H0 et donc je ne rejette pas l'hypothèse d'homoscédacité. Donc ça, c'est une autre méthode qui est basée sur le coefficient de corrélation entre les deux variables qui m'intéressent, les résidus et les variables X. Ça, c'est le troisième test. Passons au quatrième test. Le quatrième test, c'est le test de Goldwind-Quant. Le test de Goldwind-Quant, l'idée aussi, c'est que je vais classer les observations de la variable XI dans un ordre croissant et je vais omettre ces observations centrales. C'est-à-dire quoi? Prenons cet exemple une autre fois. Attendez.
Donc, tableau, on va éliminer ça. Delete columns. Et on va aussi éliminer ça. Donc, ça, supposons que ça, c'est mon échantillon, c'est le nombre des observations, la valeur de la variable xi. OK? Donc, première étape, que je vais classer les observations dans un ordre croissant. Donc, je vais faire ça et je vais... Pardon. Je ne sais pas s'il y a sorting. OK. Il n'y a pas sorting, mais supposons qu'on va... on va le ranger dans un ordre croissant. OK? L'idée, c'est quoi? Si vous vous rappelez, un des problèmes qui peut causer l'hétéroscédacité, c'est la nature hétérogène de la variable elle-même. C'est-à-dire, quand je parle de revenus, par exemple, ou de PIB, des pays développés et des pays en développement. Donc, j'ai des pays qui sont très riches et d'autres pays qui sont très pauvres. Donc, si je range cette variable x en ordre croissant, donc, on peut essayer de le faire comme ça. Par exemple, on va commencer comme ça. Pardon. Comme ça. Comme ça. Donc, ici, j'essaye de les ranger dans un ordre croissant. Ensuite, 64, 65, 78, 82 et... Là, je l'ai... Bien sûr, avec Stata, ça sera plus facile parce que vous pouvez juste l'utiliser par commande. Juste ici, j'essaie de vous donner un exemple numérique. Et on peut faire ici le dernier. Là-bas. Ok, je vais éliminer ça. Ok, donc là, j'ai rangé... je crois que ça, c'est une répétition. Ok. Delete, rose. Et ici aussi, je vais éliminer celle-là. OK? Je crois qu'il y a deux observations qui manquent. Je vais les ajouter. Insert rose above. Et ce sont 66 ici et 69 ici. OK? Donc, on fait ça. J'ai combien d'observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai rangé ma variable x dans un ordre croissant et je vais éliminer, selon l'idée de test, je vais éliminer ou mettre ces observations centrales déterminées a priori. Et je vais diviser le reste en deux groupes. Donc, ici, ici, x en ordre croissant et la taille de l'échantillon est égale à 13. OK? Ça, c'est très large. 22 et c'est blanc. Noir. OK? Donc, pardon. Ici, on a les valeurs de la variable x en ordre croissant et n est égal à 13. La taille de l'échantillon total, c'est 13. OK? On va choisir ces observations. Supposons, je vais choisir 3 centrales et je vais les éliminer. Donc, je vais compter 1,
Donc, si de 13 observations, j'enlève 3 centrales et je divise le reste en deux moitiés égales, donc je dois compter 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ces 5. Et je vais les avoir ici. Et je vais appeler cet échantillon ici. C'est N. 1 est égal à 5 observations. Ensuite, je vais éliminer, donc, ça a été 5. Ces 3 centrales, je vais les mettre en rouge. Je vais les éliminer. Ces 3 centrales, C, je choisis C est égal à 3. C'est déterminé a priori et on va parler qu'il n'y a pas une règle à suivre. C'est combien d'observations éliminées. Donc, moi, j'ai décidé d'éliminer 3. Je vais prendre les 5 autres et je vais les mettre ici toute seule. Je vais ajouter rows above et ce sont les valeurs de xi. Et ici, j'ai mon deuxième échantillon, le deuxième échantillon, n underscore 2 est égal à 5 observations. Donc, j'avais un échantillon de 13 observations. J'ai rangé les valeurs de la variable x en ordre ascendant. J'ai éliminé 6 observations au milieu et le reste, je l'ai divisé en 2 sous-échantillons égaux. L'avantage ici, c'est quoi? Si, par exemple, ça, c'est le PIB per capita. Il y a des pays très pauvres, il y a des pays très riches. Quand j'ai éliminé ces 6 observations de milieu et je les divisé en 2 sous-parties, c'est comme si j'ai pris tous les pays pauvres ensemble et tous les pays riches ensemble. Donc, c'est comme si j'ai rendu l'échantillon plus homogène que mon échantillon d'origine. Donc, première étape, nous avons classé XI en ordre croissant, nous avons omis ces observations centrales, nous avons divisé le reste en 2 sous-groupes. Je vais estimer mon modèle de base, le modèle 1, pour les 2 sous-échantillons en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Et pour chaque cas, je vais obtenir la somme des carrés des résidus. Donc maintenant, j'ai ces 2 sous-échantillons. Bien sûr, ici 5, c'est peu d'observations, mais dans votre échantillon d'origine, vous allez avoir plus d'observations. Donc ici, vous allez vous allez estimer le modèle 1 ou regresser Y sur XI, vous allez obtenir la somme des carrés des résidus. La même chose pour l'échantillon 2. Et vous allez calculer cette statistique F. Attendez, j'essaie de réduire la taille de ça. Et vous allez calculer cette statistique F qui est égale à la somme au carré des résidus de l'échantillon 2 divisé par le degré de liberté qui est la taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres à estimer, divisé par la somme au carré des résidus 1, divisé par la taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres à estimer. Et bien sûr, les 2 dénominateurs sont les mêmes. Donc, c'est comme si vous faites le rapport entre la somme des carrés des résidus 2 divisé par la somme des carrés des résidus 1 qui suit f et car le nombre de paramètres à estimer. Donc, si f calculé est plus grand que f critique, donc on va jeter H0 et notre H0 qu'il n'y a pas un problème d'hétéroscédacité. Donc, une autre fois, je classe mes observations de X en ordre croissant, je les divise en 2 sous-échantillons, j'utilise ces deux sous-échantillons pour estimer mon modèle 1 et je vais obtenir les sommes des carrés des résidus de 2 sous-modèles pour les 2 sous-échantillons et je vais calculer cette statistique F est calculée. Si F est calculé plus grand que F est critique, donc je peux rejeter H0 et si je rejette H0, donc j'ai un problème, je n'ai pas un problème d'hétéroscédacité et mes variances sont homoscédastiques et je peux utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Okay? Mais en fait, il y a 2 critiques qui étaient adressées à cette méthode ou à ce test de Goldfield-Quant. La première chose, que tout choix dépend de C. Moi, j'ai choisi 3 observations, quelqu'un d'autre va choisir 10, vous allez choisir 5. Sur quelle base on va choisir C? Ça dépend de peut-être la littérature, ce qui était utilisé avant, mais une autre fois, si je décide d'éliminer 5, ce n'est pas comme si je décide d'éliminer 10 parce que le nombre ou les valeurs des observations ne seront pas les mêmes.
L'autre chose, c'est que le choix de X, le classement des observations peut être fait par rapport à n'importe quelle variable X, s'il existe plusieurs variables. Et si, par exemple, on a une seule variable X, mais c'est possible dans d'autres cas qu'on a plusieurs variables X, et dans ce cas, on va avoir quel choix de X va influencer le choix des sous-échantillons. OK? Donc, cette méthode était critiquée par ces deux hypothèses. Cinquième test, c'est le test de Proch-Pagan-Gottfried. Je sais qu'il y a beaucoup de tests dans cette partie, il y a beaucoup de noms, mais il faut que vous appreniez les différents tests et leurs différents noms. Donc, le test de Proch-Pagan-Gottfried, il détecte les formes linéaires de l'hétéroscacité. La taille de l'échantillon doit être suffisamment importante et les termes d'erreur doivent être normalement distribués. Donc, il va tester seulement s'il y a une forme linéaire d'hétéroscacité. Si la forme est non linéaire, ce test ne peut pas le détecter. La taille de l'échantillon doit être large et les termes d'erreur doivent être normalement distribués. Donc, première étape, on va estimer le modèle comme d'habitude avec la méthode de moindre carré ordinaire. Ici, j'ai juste ajouté plusieurs variables, mais je vais changer le nom pour que ça ne vous confonde pas parce que nous avons maintenant comme ça. Donc, on n'a qu'un paramètre à estimer. On va estimer les résidus, OK? Et on va estimer sigma au carré head, qui est l'estimateur de maximum de vraisemblance de la variance de terme d'erreur. Donc, la variance de terme d'erreur, je ne l'observe pas. Sigma au carré, moi, je ne l'observe pas. On va l'estimer avec la méthode de maximum de vraisemblance. C'est une méthode comme la méthode de moindre carré ordinaire, mais c'est son nom. C'est différent. Donc, l'estimateur de maximum de vraisemblance de la variance de terme d'erreur, c'est sigma au carré, ce symbole, est égal à la somme des résidus au carré divisé par la taille de l'échantillon. Donc, une autre fois, je vais estimer mon modèle normalement, je vais estimer les résidus. Ensuite, je vais estimer la variance de terme d'erreur avec la méthode de maximum de vraisemblance pour obtenir sigma au carré chapeau ou hat est égal à sigma au carré, à la somme des carrés des résidus au carré divisé par n. OK? Ensuite, on va calculer une statistique PI. Cette statistique PI est égale à la somme des résidus au carré divisé par l'estimateur de la variance. Donc, autrefois, j'ai estimé la variance. Ensuite, je vais diviser la somme des résidus par la somme, la résidus au carré pour chaque observation sur l'estimation de la résidus, l'estimation de la variance des termes d'erreur. Cette statistique PI, on va calculer la somme des carrés de l'équation du modèle 2 suivant. Après que j'ai calculé PI, je vais régresser PI sur les variables Z. Quelles sont les variables Z? Les variables Z sont les variables susceptibles d'être la source de l'hétéroscacité, quelles que toutes les variables X. Donc, après calculer PI, je vais régresser PI sur ces variables. Les variables Z, pourquoi je les écris Z pas X? Parce que c'est possible que je vais inclure toutes les variables X ou c'est possible que je vais inclure quelques variables X que je suppose qu'ils causent le problème de hétéroscacité. Par exemple, le PIB per capita. Quand je régresse PI sur ces variables X qui peuvent être la source de l'hétéroscacité, on va calculer la somme au carré de l'équation de ce modèle 2. Donc, si dans ce cas, ça, c'est le modèle 2. OK? Donc, ça, c'est le modèle 2. On va calculer la somme au carré de ce modèle 2, que je régresse PI, cette statistique, sur les Z ou les X qui ont des problèmes de hétéroscacité, qui peuvent causer le problème d'hétéroscacité. Ensuite, je vais imposer ce test. Ce test, c'est quoi? C'est que je vais calculer cette statistique oméga qui est égale à n demi la somme au carré de l'équation de cette régression. OK? Et elle suit qui au carré distribution, où K est le nombre de paramètres à estimer dans le modèle, donc c'est K moins 1. Si cette statistique oméga est plus grand que calculée est plus grand que la valeur critique de K au carré, donc on va rejeter H0. OK? Et donc, si je rejette H0, donc je rejette l'hypothèse d'homoscédasticité et je peux conclure que j'ai un problème d'hétéroscédasticité. Donc, je répète une autre fois ce test parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Je regresse mon modèle normal, modèle 1, j'obtiens les résidus au carré, je calcule la valeur estimée de la variance de terme d'erreur sigma au carré chapeau.
par la somme de résidus au carré divisé par la taille de l'échantillon. Ensuite, je calcule une statistique PI qui est égale pour chaque observation, les résidus au carré divisé par sigma au carré chapeau. Et dans ce cas, je vais calculer la somme des carrés de l'équation de la régression de PI sur ces variables et je vais calculer le test d'homoscédacité avec cette statistique θ, c'est pas oméga, c'est θ, est égale à n demi la somme au carré de l'équation. Si la valeur statistique est plus grande que la valeur critique du qui au carré, donc dans ce cas, je vais rejeter l'hypothèse nulle et je vais conclure qu'on a un problème d'hétéroscédasticité. Un dernier modèle, un dernier test, pardon, qu'on va étudier, c'est le test de White. Oui, gardez en tête que le test de Goldfeld, de Prechbach et Gottfried doit être testé seulement en relation linéaire d'hétéroscédasticité. Donc, s'il y a une forme non linéaire, on ne peut pas le faire. Et aussi, on doit avoir un échantillon très large. Le dernier test, le test de White, en fait, le test de White est plus général et permet de tester les formes non linéaires de l'hétéroscédasticité. Ces étapes, on va la même chose, estimer notre modèle. Donc, ici, je vais aussi les appeler comme ça pour que ça ne vous confonde pas. OK. On va estimer les résidus. Ensuite, je vais estimer cette régression auxiliaire où je vais régresser les résidus au carré sur toutes les variables x incluses dans le modèle d'origine et les carrés et les interactions de ces variables. Donc, je vais estimer mon modèle 1, je calcule ou j'estime les résidus U chapeau I. Ensuite, je régresse U chapeau I sur x1 et x2. Donc, dans notre cas, ça sera maintenant x2, x3. Les carrés de ces variables qui sont inclus dans mon modèle d'origine et aussi les interactions de ces variables. OK? Donc, si j'ai 2 variables dans mon modèle d'origine, je vais avoir 5 variables dans mon modèle parce que j'ai variable x2 et variable x3, j'ai les valeurs au carré de x2 et x3 et j'ai l'interaction entre x2 et x3. Donc, si j'avais 2, maintenant j'ai 5 variables dans cette régression. Après régresser résidus au carré sur ces variables explicatives, je vais calculer le coefficient de détermination de la régression auxiliaire et je vais calculer cette statistique n taille de l'échantillon fois r au carré de la régression auxiliaire. Et la même chose, ça suit une distribution de qui au carré. Et si la valeur calculée est plus grande que la valeur critique, on peut rejeter H0 et donc l'hypothèse d'homostaticité. Donc, ici, la régression auxiliaire, je régresse les résidus au carré sur les différentes variables x et je calcule le R au carré et je calcule cette statistique. Si je rejette H0, donc je rejette l'hypothèse d'homoscédasticité et je peux conclure que j'ai un problème d'hétéroscédasticité. Par contre, il y a plusieurs critiques qui étaient adressées à ce test. La première chose, c'est que le test de White, c'est très large, c'est très général et il permet de tester en fait les erreurs de spécification d'un modèle. En fait, l'hypothèse nulle de ce test n'est pas seulement homoscédasticité, mais que les termes d'erreur aussi sont non corrélés et que la spécification linéaire du modèle est correcte. Donc, l'hypothèse nulle du test de White n'est pas seulement que les erreurs sont homoscédastiques, les variances des erreurs sont homoscédastiques, mais aussi que les erreurs sont non corrélées et que le modèle est correctement spécifié. Si la statistique de ce test est supérieure à la valeur critique, donc une de ces conditions est violée. Donc, si je rejette H0, donc c'est possible qu'il y ait un problème d'hétéroscédasticité ou c'est possible qu'il y ait un problème d'autocorrélation ou c'est possible que le modèle n'est pas correctement spécifié. Donc, un de ces trois est violé ou peut-être les trois sont violés. Si j'accepte H0, donc aucune de ces conditions n'est violée. Donc, c'est un peu, on va voir dans le cas d'autocorrélation qu'on va utiliser ce test de White, mais le problème que quand je rejette H0, je ne suis pas sûre si lequel de ces trois c'est violé ou c'est un seulement qui est violé. L'autre problème ou l'autre critique adressée à ce test, c'est qu'on a plusieurs variables explicatives. Si j'ai plusieurs variables explicatives dans mon modèle d'origine, imaginons que je vais inclure dans la régression auxiliaire les variables explicatives, leur carré et leur interaction, c'est beaucoup et peut-être que je n'ai pas assez d'observations. C'est-à-dire ici, dans notre exemple, j'avais 2 variables explicatives. Dans la régression auxiliaire, j'ai 5 variables explicatives. Mais supposons que maintenant, j'ai 10 variables explicatives. Vous imaginez combien de variables je vais avoir. Donc, dans ce cas, donc j'ai 10 les variables, 10 les valeurs au carré et 10 aussi, ou plus de 10 des interactions de ces 10 ensemble.
Donc, si je n'ai pas assez d'observations, ça va causer un problème. Donc, vous voyez que les 6 tests ont des critiques. On peut utiliser 1 ou 2 ou 3. Il faut juste être sûr s'il y a un problème d'hétéroscédérité, oui ou non. Et si on a un problème d'hétéroscédérité, on va voir la semaine prochaine comment on peut corriger ce problème d'hétéroscédérité pour que je puisse estimer mon modèle avec la méthode de moindre carré ordinaire et obtenir un estimateur qui est blue. Merci.